présent où nous vivons aujourd'hui, tu identifies 5 défis pour l'être humain, ou pour l'humanité, ou pour la collectivité. Voilà, c'est quoi ces 5 défis? Voilà. Pourrais-tu les énumérer d'abord? Oui, tout à fait. Ben, un défi, c'est une sorte d'enjeu, hein, une difficulté face à laquelle l'être humain ou la collectivité ou les collectivités humaines se trouvent. Et un défi, c'est toujours aussi un enjeu qui n'est pas définitif, qu'on peut résoudre à condition qu'on prenne les moyens pour y parvenir. Alors, quand on regarde un peu les grands penseurs d'aujourd'hui, quels sont les problèmes qu'ils pointent du doigt quand ils essayent de cerner ce qui se passe au temps présent, ben, quand on en fait le tour, on peut en moins en découvrir 5. Le premier dont je parlais tout à l'heure, celui des inégalités sociales, hein, l'explosion, la croissance des inégalités sociales. Jamais il y a eu autant de riches, mais en même temps, jamais il y a eu autant de pauvres à l'échelle de la planète entière. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est beaucoup plus connu, auquel on est plus sensible aujourd'hui, en tout cas qui est plus mis en avant là, sur la scène médiatique, c'est le défi écologique, le défi environnemental, avec tous les problèmes. Il ne s'agit pas juste du réchauffement de la planète. Non, c'est beaucoup plus. C'est une espèce de. C'est toute la question de l'empreinte écologique de l'être humain sur la planète qui fait qu'il y a une espèce de pression de plus en plus forte des activités humaines productives sur l'ensemble de la planète qui pose des problèmes considérables. Et qui peuvent bien sûr causer une détérioration climatique, mais aussi un effondrement des systèmes agricoles, disparition des espèces, contamination générale de l'environnement, et c'est beaucoup plus une rupture générale des équilibres écologiques que jusqu'à maintenant l'humanité entretenait avec la planète. Donc c'est un défi extrêmement grave. Le troisième défi aussi, qui est auquel on fait moins attention, mais qui est à mon avis très important, c'est le défi de ce qu'on appelle l'appauvrissement des productions culturelles humaines. Et ceci est lié, là encore une fois, au développement du mode de production capitaliste, ce qui fait que les productions culturelles humaines ont tendance à de plus en plus être conçues à travers la production de marchandises. Donc de biens standardisés, homogénéisés, répétables en série à l'infini, avec tout le danger d'une uniformisation de ces biens-là, et par derrière, bien sûr, et comme effet secondaire, comme effet boomerang, une uniformisation de la conscience humaine. Alors c'est un certain nombre de penseurs, comme Danny Robert Dufour, Bernard Stiegler, insistent sur la misère symbolique dans laquelle on est en train d'entrer, ou qu'on risque d'entrer, c'est toujours sous forme de tendance. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ben, ça veut dire, par exemple, que si on a si les biens culturels, comme je pense la chanson, l'art, etc., prennent de plus en plus la forme de marchandises qui n'ont de valeur que si elles sont vendues, c'est-à-dire que si elles ont une valeur d'échange plus qu'une valeur d'usage, eh bien ça veut dire que, par exemple, la valeur d'une œuvre d'art va être perçue selon si elle est vendue ou pas, et selon le nombre, par exemple, pensons les disques, ou le nombre d'exemplaires vendus de disques de tel chanteur ou de tel orchestre, etc., etc. Donc tout ce qui est l'essentiel même de l'art, de la pratique artistique, est de plus en plus enfermé à l'aune du rapport marchand et de la valeur marchande. Et ça, quand il s'agissait de boîtes de conserve de petits pois, ça paraissait pas nécessairement, ça pouvait paraître anodin, mais c'est beaucoup moins anodin quand il s'agit d'idées, quand il s'agit de philosophie, quand il s'agit d'art, quand il s'agit d'esthétique. C'est pour ça que Bernard Stiegler parle d'une misère symbolique dans laquelle nous nous trouverions aujourd'hui, et que Danny Robert Dufour, lui, parle de la réduction des têtes. C'est une belle image pour nous montrer que nous avons de moins en moins tendance à penser le monde à travers des régulations éthiques, politiques, symboliques, religieuses, et de plus en plus à les voir à travers la seule régulation marchande, la seule valeur de la marchandise. C'est-à-dire tous nos faits et gestes ne se jugent plus qu'à l'aune de l'univers marchand. Donc une espèce, à travers cette marchandisation du monde, une espèce d'appauvrissement. Et le rôle des médias aussi. Alors bien sûr, le rôle des médias, de la publicité, il y a une espèce de dispositif général. Alors ça, c'est le troisième défi. Le quatrième, c'est le défi de la guerre. Bien sûr, il y a toujours eu de la guerre dans les sociétés humaines, mais disons que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le type de régulation qu'on cherche à mettre en place
contrôler le phénomène de la guerre et des conflits guerriers entre les sociétés humaines. Et aujourd'hui, depuis 2001, depuis la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, les attentats de septembre 2001, on a l'impression qu'on est rentré dans une logique de guerre infinie qui est absolument dérégulée et où on ne cherche même plus à prétendre, comme on le prétendait autrefois, qu'on pouvait faire... que pour faire la paix, il faut préparer la guerre, ou quelque part que la guerre peut être un instrument pour nous aider à trouver la paix. Aujourd'hui, on n'a même plus cette prétention de trouver la paix, puisqu'on est face à un ennemi terroriste qui est insaisissable et qui nous entretient dans ce qu'aujourd'hui certains sociologues ou politicologues appellent la guerre infinie. Donc là encore, un état de guerre permanent. Un état de guerre Quelles sont les conséquences pour l'individu de cet état de guerre permanent ou pour les sociétés? Alors c'est ça nous amène au 5e défi, c'est le défi de l'individu, la perte, l'étiolement des libertés individuelles, parce qu'évidemment cet état de guerre permanent finit instauré non seulement dans les pays où il y a la guerre, un état d'exception, mais aussi dans les pays où il n'y a pas la guerre directement, comme... aux États-Unis. Même lorsqu'il y a des pandémies, c'est aussi exactement la même chose. Ça se traduit toujours par la mise en place des pouvoirs sur l'individu. Voilà, des pouvoirs de plus en plus contraignants et qui ont tendance à mettre de côté et à ne plus s'embarrasser de ces fameuses protections individuelles dont nous étions si fiers dans notre tradition politique, les garanties individuelles, la protection des libertés individuelles. Alors celles-ci sont de plus en plus mises à mal. Et puis ça se combine avec un phénomène plus profond, c'est que souvent on critique dans nos sociétés la montée de l'individualisme, mais c'est moins un individualisme fort, indépendant des pouvoirs politiques qui se construit, mais plutôt ce que Danny Robert Dufour appelle un individu grégaire, un individu qui est enrôlé dans des ensembles massifiés et donc qui n'a plus d'autonomie personnelle individuelle. Bien sûr, qui est tourné de façon très narcissique ou sur le mode narcissique sur lui-même, mais plus sur la base de cette tradition du XVIIIe siècle de former un individu qui échappe aux tutelles. Et qui est capable de penser par lui-même. On n'en est plus du tout à cette logique-là, mais dans l'espèce de la trame publicitaire qui nous entoure. Disons, l'autonomie en termes philosophiques, là, c'est ça qu'aujourd'hui est remise en question, cette autonomie-là. En quoi consiste cette autonomie de l'individu? Est-ce que ça signifie un individu égocentrique, axé sur lui-même, ou un individu qui s'ouvre avec d'autres aux différents possibles que la vie offre? L'idée, c'est que l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire obéir à la loi qu'on se donne, choisir la loi à laquelle on obéit. Fondamentalement, c'est ça. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de décider des lois auxquelles on obéit. Mais on vit dans des démocraties, quand même. Même si on vit dans des démocraties, de moins en moins, on est capable de le faire. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'enjeu d'une démocratie véritable? Une démocratie véritable, c'est de permettre à chaque individu de pouvoir exprimer son point de vue véritable et de pouvoir l'exprimer en ayant conscience en même temps du rapport qu'il entretient avec autrui. Donc c'est, autrement dit, être capable de penser par soi-même, mais avec les autres. C'est ça qui est... Or, très souvent dans nos sociétés, on ne pense pas par soi-même, et quand on pense à partir des autres, c'est-à-dire sur le monde conformiste, sur le mode conformiste, sans être capable de développer un véritable espace individuel pour soi, une espèce d'intériorité profonde. Autrement dit, quelque part, aujourd'hui, c'est, je dirais, la singularité de chaque individu, c'est ce que Bernard Stiegler met bien en évidence, c'est la singularité de chaque individu qui est en jeu aujourd'hui. Comment arriver dans ce monde médiatisé, de grande production, de marchandisation du monde, de grande production marchande, comment arriver à garder son monde intérieur, sa singularité, son regard propre. Autrement dit... Donc comment s'émanciper par l'action? Effectivement. Voilà, donc tu renouvelles avec une philosophie de l'action. Voilà. Philosophie de l'action et de l'émancipation, et philosophie de l'action et individuelle et collective. C'est ça le défi aujourd'hui, c'est de penser